Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Madame, monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre émission Hémisphère 3, Hémisphère gauche. Et comme promis lors du précédent numéro, c'est-à-dire lors de la dernière émission, nous sommes avec le psychologue clinicien Kamelio Fadonungbo pour continuer avec le thème, le suicide et les différents facteurs du phénomène. Kamelio Fadonungbo, bonjour. Bonjour monsieur Ewa. Merci d'être présent. Je vous en prie. Alors, chers amis, si vous avez raté le dernier numéro de cette émission, ce n'est pas encore grave. Vous pouvez suivre cela sur notre site radioafriquesanté.com. Cela va vous permettre d'être au même niveau d'information que nous. Voilà. Mais en attendant, installez-vous confortablement pour suivre le présent numéro. À ce micro, je suis Erwan Olinginde, à la réalisation Tibus Arihireno. Hémisphère droit, hémisphère gauche de ce jour. C'est parti. En fond sonore, vous écoutez, ou si vous voulez, vous avez écouté la version remixée du titre C'est Dieu. C'est le fruit d'une collaboration entre les artistes KS Blue de la Côte d'Ivoire et Chidima du Nigeria. Le message est bien clair. Peu importe les problèmes, peu importe les vicissitudes, confiez-vous à celui en qui vous avez foi. Et tout ira bien. Il y a un Dieu qui transforme les problèmes en miracles. C'est lui qui ferme la bouche à nos ennemis. N'est-ce pas, Kamelio Fadonungbo? C'est bien ça. D'accord. Alors, cette émission se poursuit. Quand quelqu'un a des pensées suicidaires, qui doit-il consulter? Quand quelqu'un commence par avoir des idées suicidaires, il doit pouvoir s'adresser aux professionnels de la santé mentale. Parce que c'est d'abord ceux-là qui sont les mieux indiqués pour prendre en charge de telles problématiques. Mais quand on parle de professionnels de la santé mentale, c'est tout un corps. Vous avez les psychologues, les psychiatres, les techniciens supérieurs en santé mentale, les masters en santé mentale et tout. Chacun intervient. Chacun prend en charge un pan de la problématique. Le psychologue professionnel de premier rang en contexte de suicide, lui, son outil de travail principal, c'est la parole. Mais il ne parle pas en l'air. Tout ce qu'il fait est codifié. Il est d'une approche psychothérapeutique. Et quand il est en face d'un patient ou d'une patiente, il se doit d'adopter des postures qu'il faut. Donc, prendre en charge ce dernier en psychothérapie. Donc, celui-là qui a tenté de se suicider et ça n'a pas fonctionné comme il aurait voulu, ou du moins qui à un moment donné a voulu demander de l'aide, encore qu'il faut préciser, les suicides dans certains contextes sont des demandes d'aide. Vous allez voir, certains vont vouloir se suicider. Ils vont rédiger une note pour dire, dès que tu arriveras, sache que je serai déjà dans l'au-delà. Et il prendra son téléphone pour appeler. Là, nous sommes dans un contexte de demande d'aide. Sinon, celui qui veut vraiment se suicider, il passe à l'acte sans vous informer, sans dire quoi que ce soit. D'autres iront jusqu'à prendre des médicaments, plusieurs médicaments, sans oublier que certains anéantissent les effets d'autres médicaments.
Donc, le premier professionnel à qui le suicidant doit s'adresser est le psychologue. Et ce dernier, dans sa pratique, doit pouvoir reconnaître ses limites. Reconnaître ses limites, c'est quoi? C'est simplement arriver à objectiver la nécessité de référer le suicidant à un psychiatre, par exemple. Parce que le psychiatre, il est avant tout un médecin et qui a fait par la suite une spécialisation. Donc, il a la possibilité de prescrire des médicaments. D'ailleurs, c'est son dada, prescrire des médicaments. Les deux étant donné qu'ils sont des professionnels de la santé mentale, ils convergent leurs efforts pour que la prise en charge soit holistique. Donc, quand dans un tableau de suicide, quand les symptômes, les signes et symptômes vont commencer par s'accentuer et vont obliger les professionnels à recourir à une médication, le psychologue doit pouvoir référer ce patient au psychiatre pour que la prise en charge soit vraiment efficace. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à qui se référer dans un contexte de suicide. Alors, quels sont les différents facteurs liés à l'individu même? Merci. Quand on va vouloir parler des différents facteurs liés à l'individu même, il s'avère indispensable de les sectoriser, c'est-à-dire les facteurs qui prédisposent la personne au suicide. À ce niveau, nous pouvons parler des troubles psychiques. Dans un contexte, par exemple, de troubles de dépression, vous savez que la dépression est l'une des pathologies mentales les plus récurrentes aujourd'hui. Bien sûr. C'est d'ailleurs un trouble de l'humeur. Mais c'est aussi une pathologie qui peut constituer la porte d'entrée dans une multitude de pathologies psychiatriques. Donc, dans cette pathologie-là aussi, il peut arriver que les sujets déprimés ou dépressifs manifestent des idées suicidaires. Et quand la prise en charge n'est pas correcte, ces derniers, à un moment donné, passent à l'acte. C'est pourquoi, au cours de toutes les consultations psychologiques ou psychiatriques, on évalue toujours le risque suicidaire. Et d'ailleurs, il y a même des échelles d'évaluation qui nous permettent d'évaluer le risque suicidaire. Et même si le risque à un moment donné est minimisé, on a aussi des échelles qui nous donnent la possibilité d'évaluer l'intentionnalité suicidaire. Et si à un moment donné on tombe sur des données empiriques, là on prend les mesures nécessaires. En dehors de ça, on a aussi le désespoir. Je crois l'avoir abordé la fois dernière. Quand on a le dos au mur, quand on n'a plus l'esprit assez ouvert pour réfléchir, évaluer toutes les possibilités, toutes les solutions pour sortir d'une situation complexe, on se dit que le mieux c'est de se donner la mort. Or, le suicide n'a jamais été une solution. Mieux, quand vous partez, vous créez encore d'autres problèmes. Vous mettez tous ceux-là qui sont autour de vous dans un deuil incommensurable. En dehors de ça, il y a aussi les problèmes de santé physique qui parfois deviennent chroniques. Vous voyez, parfois on tombe malade et puis la prise en charge devient compliquée. Quand je prends par exemple ceux qui font le cancer, on sait qu'à un moment donné, quand cette affection médicale évolue et arrive à une phase terminale, c'est assez douloureux. Et ces gens, à un moment donné, se disent le mieux, c'est de quitter ce monde. C'est pourquoi vous allez voir dans les services de prise en charge palliatifs, dans les services des soins palliatifs, il y a des psychologues. Parce qu'on sait que ces gens, à un moment donné, manifestent des pathologies incurables. Donc, il s'avère nécessaire qu'on les accompagne jusqu'au soir de leur vie. En dehors de ça, on a aussi les facteurs qui, à un moment donné, contribuent à l'avènement du suicide. Quels sont ces facteurs-là? On peut, par exemple, évoquer la consommation de substances psychoactives. Je l'avais abordé la fois dernière. Oui, bien sûr. Mais de jour en jour, on remarque dans notre société que des jeunes sont plus portés vers la consommation de substances psychoactives.
que ce soit dans nos écoles, dans nos universités et même dans nos entourages, dans nos milieux de vie, dans notre cadre de vie, dans les environnements où on soupçonne très peu la présence de ces produits-là. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes sous l'effet des substances psychoactives, vous ne vous appartenez plus correctement. Vous êtes porté à poser des actes, à avoir des conduites antisociales qui peuvent aboutir au suicide. En dehors de ça, on a aussi les conflits interpersonnels. Des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre, qui restent là, qui demeurent latents et qui de jour en jour créent d'autres conflits. Quelques exemples de conflits interpersonnels. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans un milieu professionnel avec un collègue, vous ne vous entendez pas du tout. Et vous apprenez de jour en jour que ce dernier va raconter des choses insoupçonnables sur vous. Et quand vous vous rendez compte qu'il est l'auteur de ce que vous avez appris et c'est authentifié, vous n'allez pas vous en revenir. Et même parfois, quand vous n'avez plus la solution et vous n'avez plus la possibilité de vous justifier, et les preuves sont là, alors qu'en réalité que tout est monté, il s'agit d'un montage, vous préférez passer à l'acte. Parce qu'en fond, il y a un adage qui dit souvent, la honte de la mort est mieux que la honte de la vie. Il vaut mieux mourir que de rester en vie et d'être honni. Alors, en dehors des causes, des facteurs qui contribuent au suicide, on a aussi les facteurs qui précipitent dedans. Qui précipitent? Oui. D'un point de vue technique, on parle des facteurs précipitants. On peut avoir par exemple la perte d'emploi. Je l'avais abordé brièvement la fois dernière. Mais la perte d'emploi n'est pas liée à l'individu lui-même. On peut ne pas vouloir perdre son emploi, n'est-ce pas? Oui, on peut vouloir ne pas perdre l'emploi, mais ça constitue un facteur précipitant. Parce que c'est quelque chose... Est-ce que ce n'est pas, quelque part, ce n'est pas lié à l'entourage? Non, pas Puisque totalement. vous avez dit, par exemple, qu'il peut arriver que vous ayez des collègues et qui vont faire des commérages, ternir votre image. Oui. Suite à cela, on peut vous renvoyer. C'est possible. Et là, ça ne dépend plus forcément de vous. Ça ne dépend plus forcément de vous, mais c'est un événement qui vient précipiter le suicide à votre niveau. C'est dans ce contexte essentiellement qu'on classe la perte d'emploi comme facteur précipitant individuel. Parce que vous ne vous y attendez pas du tout. Et puis vous arrivez au boulot un beau matin, vous trouvez une enveloppe sur votre bureau, vous ouvrez, c'est la lettre qui signifie et qui fait mention que vous êtes renvoyé. Nous allons aborder les facteurs liés à l'environnement, mais avant, je vous propose cet élément. Nous avons posé la question, la question suivante. Avez-vous connu des gens qui se sont suicidés? Si oui, parlez-nous-en à quelques citoyens qui ont répondu. Écoutons. D'accord. Il y a 20 ans de cela, j'ai perdu une dame proche à moi qui était en état de grossesse. On a découvert qu'elle avait pris des médicaments et qu'elle était morte par la suite. On ne sait vraiment pas si elle a voulu se suicider ou plutôt qu'elle a essayé d'avorter et qu'elle est morte par là. C'est un phénomène qui est lié surtout à des moments de dépression, des moments de stress, quand surviennent des problèmes qui dépassent. Vous imaginez quelqu'un qui est censé gérer une tontine et qui est censé remettre 1 million à plusieurs personnes, par exemple, qui se retrouvent cambriolés et tout l'argent est pris par un voleur. Quand il se retrouve dans cette situation, par exemple, il se pose des questions, comment il va faire? Est-ce qu'il ira voir ceux qui
on fait la tontine pour leur dire voilà que l'argent c'est volatilisé, personne ne veut entendre ça. Donc, des situations comme ça poussent beaucoup de personnes à se donner la mort. Mais ce qui est très récurrent chez les jeunes qui n'ont même pas l'âge de faire un certain nombre de choses, qui se donnent facilement la mort pour le simple fait qu'ils sont amoureux ou qu'elles sont amoureuses. Et je le dis et je pense en même temps au cas d'une jeune fille qui s'est donné la mort. C'était en 2021, une jeune fille qui s'est ingurgité de l'acide pour la simple raison que son petit ami l'a quittée. Donc, alors que c'est une fille qui est issue d'une famille aisée où les parents lui donnaient tout, il y a une jeune dame qui est entrepreneur, qui est très connu sur les réseaux sociaux, mais qui à chaque fois est pris pour cible par des commentaires qui tendent à dévaloriser, à la dénigrer. Donc, un beau jour comme ça, elle a fait un dernier post, mais dans le post signifiait clairement qu'elle allait se donner la mort. Les gens ont cru que c'était une blague. Le lendemain, on a appris qu'elle s'est donné la mort. Il y a une artiste, je ne vais pas citer son nom, qui est pris pour cible chez nous, dénigrée pour peut-être son habillement, pour ses comportements, mais elle chante très bien. Pour le fait aussi qu'elle n'est pas encore d'enfant jusqu'à son âge, tout le monde l'attaque pour ça. C'est des choses qui peuvent pousser les gens à se suicider parce qu'ils n'arrivent plus à supporter. Le dernier monsieur Oui, que nous avons écouté a abordé un aspect. oui. Il a dit les critiques. Quand, est-ce qu'on peut parler de facteurs liés à l'entourage quand on vous critique, quand on vous dénigre? Est-ce que cela, quand cela, voilà, vous tente de vous suicider, est-ce qu'on peut, là, on peut parler du facteur lié à l'entourage? Oui, on peut bel et bien parler de facteurs liés à l'entourage à ce niveau. Parce qu'à un moment donné, nous vivons dans une société et, et plus précisément dans un entourage donné. Et notre émancipation mentale dépend en partie de cet entourage-là qui devait être contenant. Mais si à un moment donné, cet entourage n'est plus contenant, n'est plus valorisant, mais à un moment donné commence par porter atteinte à notre estime de soi, à notre affirmation de soi, et qui à un moment donné dévalorise totalement, du moins réduit considérablement notre confiance en soi, c'est compliqué. On se dit, mais on commence d'abord par se questionner. Vous allez tomber sur certains qui vont vous poser des questions qui paraissent bizarres. C'est vrai que je suis nul? Est-ce que c'est vrai que tout ce que je fais, c'est mauvais? En ce moment, c'est vrai que nous allons nous retrouver pour la prochaine émission pour parler des facteurs de protection. Oui. Mais déjà, comme vous l'avez évoqué, quand la personne pose ces genres de questions, est-ce que je suis nul? Comment doit-on réagir? Qu'est-ce qu'on doit faire, tout simplement? Vous savez, personne n'est nul. Même l'artisan, il contribue à quelque chose. Pour être simple, quand vous dites à quelqu'un tu es nul, ça veut dire que la personne ne sert à rien. Autrement dit, mieux vaut quitter cette terre que d'y rester. Mais quand quelqu'un vient vous poser ce genre de questions, la meilleure attitude qu'il faut avoir n'est rien d'autre que de la valoriser, cette personne-là. Ah mais non, vous n'êtes pas nul. C'est pourquoi on dit souvent, même quand vous êtes à la maison, parce que le suicide en question, sa conceptualisation démarre déjà à partir de l'éducation. Quand déjà à partir de la période où l'enfant est censé être bien éduqué, on doit lui inculquer un certain nombre de valeurs, on ne lui donne pas la possibilité de se valoriser. On ne valorise pas l'enfant. L'enfant ne pourra pas construire ce qu'on appelle l'estime de soi, il ne pourra pas avoir une certaine confiance en lui-même. Donc la meilleure attitude dans ce genre de conditions, quand des personnes posent cette question, n'est rien d'autre que de les valoriser. Ah mais non, vous n'êtes pas nul. Même si on espère 14 de moyenne d'un enfant, 15 de moyenne d'un étudiant, et si ce dernier n'arrive pas à avoir la moyenne qu'on espère de lui, on trouve quand même quelque chose pour le valoriser. C'est pourquoi on dit souvent, il faut savoir punir les enfants. Quand un enfant va à l'école
et à un moment donné ne travaille pas comme il le faut, un jeune à l'université ne travaille pas comme il le faut, ce n'est pas un motif pour le dénigrer devant ses frères, devant... Monsieur Fadalongo, je ne vous arrête pas. Vous rentrez déjà dans les facteurs de protection. Ah, ok. Nous allons parler dans la prochaine émission. Je voudrais qu'on revienne sur l'élément que nous avons écouté, pas pour réécouter cet élément. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les, les histoires que les gens ont narrées? Oui, je le dis souvent comme l'un de mes professeurs a l'habitude de nous dire, il n'y a aucune idée de suicide qui soit banalisable. On ne banalise aucune idée de suicide. La personne qui vous dit, je vais me suicider, vous devez courir pour aller au chevet de cette personne-là. Parce que le mot qui est sorti, c'est déjà une idée conçue et conceptualisée. Vous voyez, la dame dont le monsieur du dernier élément a parlé, oui. Elle a dit publiquement. Et si c'était que quelqu'un avait eu la possibilité de courir cette nuit-là, on aurait pu la récupérer. Et cette dame va être redevable à ce dernier-là toute sa vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'à un moment donné, tout ce qui a comme mécanisme psychologique pouvant permettre à la personne de se relever, de renaître de ses centres, à un moment donné, sont ébranlés. Tous ces mécanismes sont ébranlés. Et le cadre qui doit être contenant aussi n'est plus là. Vous voyez, quelqu'un un artiste qui doit se faire une bonne image, quand on en vient à lui dire, mais écoute, vous n'êtes pas belle, vous êtes moche. C'est assez dévalorisant. Et c'est plus dévalorisant quand des paroles aussi dévalorisantes que celles-ci vont jusqu'à atteindre l'estime de soi de la personne. Alors, il y a un élément qui est revenu à plusieurs reprises. Oui. Les gens ont dit, voilà, les personnes que nous avons interviewées ont dit que c'est souvent des déceptions amoureuses, oui, qui amènent des personnes à se ôter la vie. Oui. Vous avez fait le même constat? Si, ça fait partie même des facteurs précipitants dans le suicide. Parce que, vous savez, il y a un célèbre auteur qui a dit, la confiance se gagne en gouttes. Et si à un moment donné, vous avez pu gagner cette confiance, ou bien oui, cette personne a su gagner votre confiance, et d'un jour à l'autre, claque les portes, vous voyez, le monde s'effondre devant vous. À un moment donné, vous avez l'impression que le ciel vous tombe dessus. On se dit, mais tous ceux qui nous voient ensemble, toutes les photos qu'on a eu à faire, les projets d'avenir, la façon dont on avait déjà avancé dans le projet, on a honte de dire, cette page, elle est fermée. Et donc, on se dit, pour que les regards ne deviennent pas des critiques, on préfère s'effacer. Et dans cette dynamique de préférer s'effacer là, on oublie que en voulant mettre fin à cette personne qui souffre en soi, on met fin à la vie. Et sur un coup, de façon impulsive, le passage à l'acte est enregistré et l'acte est concrétisé. Parlez-nous des facteurs liés à l'environnement. Vous avez déjà commencé, oui, mais je vous laisse approfondir. Par exemple, les facteurs liés à l'environnement, on a la croyance. Dans certaines sociétés, dans certaines cultures, le suicide n'est pas perçu comme nous sommes en train de l'appréhender. En dehors de ça, on a aussi l'absence de politique pouvant permettre la promotion des jeunes. On a aussi le taux élevé du chômage. Vous voyez, un jeune qui a fait de brillantes études finit sa thèse de doctorat et puis se retrouve encore à la maison. Il se retrouve à la maison, il est censé construire déjà son foyer, mais c'est à lui, les parents ne continuent pas à donner le petit déjeuner. C'est assez complexe et compliqué. Et vous savez, quand vous êtes toujours sous le toit des parents, à un moment donné, vous devez vous soumettre.
quand il voit ses promotionnaires, ceux qui sont de la même promotion que lui, avancer, et lui, il est toujours à l'étape initiale, il commence par souffrir psychologiquement. Et c'est comme ça la douleur morale commence par s'installer. Quand les injures vont commencer par venir d'un peu partout, bon, toi à ton âge, il faut que tu sortes, il faut que tu aies fait quelque chose, il faut. À un moment donné, la personne te dit, mais c'est pas parce que je n'ai pas la volonté de le faire, c'est parce que la possibilité ne m'est pas offerte. Monsieur Farolungo, Oui. tout a été dit. Merci d'être passé. Chers amis, nous sommes à la fin de ce numéro de Hémisphère droit, Hémisphère gauche. Merci de rester avec nous.